Bonjour, nous sommes le 20 décembre, proche de le solstice d'hiver, et je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de l'immigration. Et je suis arrivé à une conclusion, sur même une loi, qui était en gestation dans mon esprit depuis longtemps, et que j'avais formulée sur des cas particuliers, comme par exemple l'immigration russe en Israël. Mais j'en viens maintenant à une formulation beaucoup plus pointue, beaucoup plus radicale. Savoir que l'immigration va à l'encontre de l'intégration. C'est-à-dire, et ça c'est vrai aussi au niveau linguistique, c'est-à-dire que un immigré qui arrive d'un pays où il n'y a pas, qui n'a pas sur le moment d'immigrer dans ce pays où il arrive, il va s'intégrer. Il va s'intégrer parce que la présence du groupe auquel il appartient est très faible. En revanche, un immigré qui arrive dans un pays où le groupe auquel il appartient, le groupe originel auquel il appartient, est déjà puissant, eh bien, il aura beaucoup plus de mal à s'intégrer. Ou plus exactement, il ne pourra s'intégrer qu'au sein du groupe en question, ou qui est lui-même intégré au sein de l'ensemble d'accueil. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et est-ce que tout le monde en comprend les répercussions de ce type d'observation et de constat? Je reviens sur le cas israélien. Car Israël, qu'on le veuille ou non, est une terre d'immigration. Et donc tout à fait emblématique au niveau des analyses de sociologie d'immigration. Prenons le cas de l'immigration russe, par définition, qui est la seule immigration forte, à part celle des Falachas, c'est une immigration noire, depuis 40 ans. J'ai beaucoup fréquenté, pour des raisons personnelles, l'immigration russe en Israël. Elle s'est faite, je ne parle pas d'immigration de la fin du XIXe siècle, hein, bon, je parle d'immigration pré- et post-Perestroïka, si on veut. Pré- et post-1989. Les russophones qui sont arrivés dans le courant des années 70, 75, 76, etc., ont été amenés à s'intégrer assez fortement, à bien apprendre la langue locale, l'hébreu, et à fréquenter des immigrés ou des citoyens de différentes nations. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont repliés sur leur propre population d'immigration russophone. À telle enseigne, bien entendu, que lorsque l'on s'est trouvé après 1989, où les portes se sont encore plus ouvertes, et où il y a eu un afflux considérable de russophones juifs ou prétendus juifs vers Israël, eh bien, alors là, cette présence russophone est devenue considérable et incontournable, je dirais. Et par conséquent, quelle intégration dans ces cas-là? Ou plus exactement, comment une telle immigration pourrait être creusée vers une sorte d'israélianité générale? Non, en fin de compte, c'est devenu une intégration au sein de la communauté russophone, qui constitue une sorte d'État dans l'État, pour simplifier les choses, non pas sur le plan institutionnel, mais sur le plan sociologique et social. Avec les Russes, et y compris avec un reflux des Russes qui s'étaient intégrés et qui, du fait de le renforcement de l'accroissement
successifs et ultérieurs de l'arrivée des russophones ont régressé en quelque sorte. Ils se sont rétablis avec les nouveaux russophones qui apportaient d'ailleurs leur contact avec la Russie ou avec l'Ukraine par le biais de la télévision, la facilité de capter de plus en plus technologiquement les émissions russes, par la production d'une littérature russophone, etc., qui finalement rendait la nécessité d'apprendre l'hébreu assez aléatoire et assez secondaire. À telle enseigne d'ailleurs que beaucoup de choses sont données dans les deux langues, l'hébreu et le russe maintenant, y compris dans les administrations. D'ailleurs, quand j'ai fait mon immigration moi-même en 68, tous les films américains étaient sous-titrés en français et en hébreu. C'était probablement lié à la volonté d'intégrer les francophones venant du Maghreb. Donc, ces phénomènes-là, on va pas rester dans le domaine israélien, ces phénomènes-là aboutissent à une forme d'apartheid, en fait, qu'on veuille ou non. Et une immigration massive crée de l'apartheid. Plus il y a des gens d'un certain type dans un certain pays, plus ces gens-là vont se retrouver entre eux et vont pouvoir fonctionner entre eux et vont être perçus comme une entité bien définie et bien remarquable, avec tout ce que ça implique. Autrement dit, le nombre de membres d'un certain groupe va à l'encontre de son intégration. Plus il y a de Noirs en France, pas forcément par l'immigration, par la naissance aussi. Parce que la naissance est une forme d'immigration aussi, qu'on le veuille ou non. Un enfant qui est né, il est immigré quelque part. Il arrive dans un pays. Donc, le phénomène de l'immigration, il n'est pas uniquement au niveau d'une génération. Il peut être au niveau de plusieurs générations. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il est évident que l'immigration arabophone, ou arabe tout simplement, ou maghrébine, elle s'amplifie par la démographie. Ça va de soi. D'autant plus que justement, ces gens qui sont nés en France vont se retrouver aussi dans cette population particulière dans laquelle ils vont quand même finalement vivre. Donc la démographie est un phénomène d'amplification de l'immigration et donc un phénomène d'amplification des limites de l'intégration propre à un groupe puissant. Alors sur le plan linguistique, on a à peu près la même chose à dire. Et surtout que j'ai suivi et j'ai abordé ces questions parallèlement, puisque parallèlement à mon travail sur l'immigration russophone en Israël, j'ai beaucoup travaillé bien entendu sur la place des mots français en anglais, en allemand et également en russe d'ailleurs. Et là encore, quand il y a un petit nombre de mots, comme en français d'ailleurs, bien que déjà ça fasse un certain poids, mais pas tant que ça, quand il y a un certain nombre de mots étrangers dans une langue, étrangers et qui viennent de la même origine, qui ont le même profil, qui ont la même terminaison notamment, je vous renvoie à mon ouvrage que j'ai remis en ligne récemment, Linguistique de l'erreur et épistémologie populaire. Vous trouverez sur le site Scribd, bien connu, avec d'autres travaux d'ailleurs que j'ai mis en ligne. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des pans entiers de la langue anglaise qui sont repérables comme d'origine française. Ce ne sont pas des mots dispersés comme ça. Par exemple, les verbes faibles, les verbes qui se conjuguent au passé, au prétérit avec ED, sont à 95% d'origine française.
Par exemple, les mots qui se terminent en URE ou en INE, j'en ai fait toute une liste, sont 95% d'origine française. Donc on les repère. Alors, certains savent que ce sont des mots français, certains ne le savent pas, mais ne peuvent que constater que cela existe. Notamment, ça joue au niveau de la poésie, au niveau de la recherche de rimes, dans les chansons. Les chansons vont contribuer à rechercher des mots qui ont la même finale, la même terminaison, et par conséquent, souvent la même origine. Bon. Tout ça fait qu'on a des états dans l'état, et que cette intégration, ces différentes formes d'intégration, sont des intégrations à la Pyrrhus, c'est-à-dire il y a intégration, mais en même temps il y a apartheid, c'est-à-dire séparation. Et cette séparation, elle n'est pas nécessairement instaurée par une majorité quelle qu'elle soit, et encore moins par l'État. Cette séparation, elle se fait du fait même des groupes concernés, qui, de leur propre chef, vont se retrouver entre eux. Donc ça amplifie le processus. Le cas intéressant, que j'ai suivi pas mal depuis quelque temps, c'est dans les écoles. C'est à la sortie des écoles. C'est chez les jeunes. Donc jeunes qui ne sont absolument pas immigrés de première génération, sauf exception. Eh bien, ces gens-là, on les retrouve entre eux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils se ressemblent. Parce qu'ils ont le même langage, parce qu'ils ont le même repère, parce qu'ils ont les mêmes valeurs, parce qu'ils ont les mêmes réactions. C'est le poids, comme dirait Bourdieu, etc., le poids, la pesanteur sociologique, la pesanteur des déterminismes, qui est comme ça. Et il faut dédramatiser. Ou plus exactement, il faut s'en faire une raison. Nous allons vers des sociétés plurielles, qui vivent plus ou moins, avec des groupes qui vivent plus ou moins en vase clos, qui ont bien entendu des points communs, qui parlent une même langue, etc., jusqu'à un certain point, mais qui ont leur propre langue particulière, dans bien des cas. Et ça se développe, on voit beaucoup plus de gens qui parlent leur langue locale d'origine, leur langue familiale. Bon, il faudrait faire une étude là-dessus, le poids des langues familiales dans la pratique de grégarité et de sociabilité de ces différents groupes, il est croissant. Chez les Juifs, on pourrait dire aussi la même chose, la perpétuation verticale et non pas seulement horizontale de certaines appartenances, par le biais de la démographie, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est une loi fondamentale. Alors, le résultat, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, nous allons vers des structurations communautaires de plus en plus marquantes. Le communautarisme est le résultat d'une immigration forte, ayant la même origine culturelle, religieuse et linguistique. Cela va à l'encontre de ce que permet une immigration faible, qui, elle, parce qu'elle n'est pas repérable et parce que les gens n'ont pas le choix, va faciliter l'intégration. Voilà la loi que je mets en évidence.